obligé de mettre en œuvre, je dirais, cette infrastructure de gestion de clés pour, je dirais, y arriver à automatiquement mettre en place alors, Ben Hassan, tu nous dis c'est la vérification de l'identité. C'est pas vraiment directement ça. C'est c'est être sûr que les clés seront envoyées par les bons utilisateurs. Plus que ça, on va dire. Ce qu'on avait dit hier, c'était que cette infrastructure, il y avait beaucoup de clés maintenant à gérer. Donc, ce qui est évident, qu'on ne peut pas avoir toutes les clés des gens. Et donc, on peut les recevoir à la demande. Et donc, à chaque fois qu'il y a une clé qu'on peut recevoir à la demande, il faut s'assurer que cette clé appartient bien à la personne avec laquelle on veut communiquer. Et donc, la problématique qui est posée ici, c'est de pouvoir gérer ces clés publiques et de pouvoir identifier cette clé publique, c'est-à-dire quel est le propriétaire effectif de cette clé et avoir l'assurance que effectivement c'est le propriétaire, c'est bien celui qui se décline comme étant le vrai propriétaire grâce à l'usage de certificats numériques. Donc, une question qui consiste à dire décrire la structure. Donc, c'est la structure qu'on avait vue composée des trois composants, à savoir l'autorité d'enregistrement, l'autorité de certification et l'opérateur de distribution. Donc ça, c'était comme, je dirais, un rappel qui permet effectivement de se rafraîchir la mémoire concernant l'usage des clés et des certificats numériques. Donc ici, donc la réponse, effectivement, le problème est d'avoir la preuve qu'une clé publique est bien la clé publique de la personne avec laquelle on veut communiquer. Donc c'était ça la problématique. Et donc la PKI est là pour résoudre ce problème en mettant en place une autorité de confiance qui va certifier les clés. Donc ça, c'est le but. Les éléments de la PKI sont les trois éléments qu'on avait décrits dans le cours hier, qui étaient l'autorité d'enregistrement, l'autorité de certification et le service de publication, ou bien ce qu'on appelle l'opérateur de publication. Donc ça, c'était pour un exercice qui faisait partie de la série qu'on n'avait pas vu l'autre fois. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore vu le cours. Et donc, aujourd'hui, on va passer à notre cours suivant. Donc, le cours suivant, c'est quoi? C'est les protocoles sécurisés. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi on a été amené à étudier les protocoles sécurisés, parce que au départ, les protocoles, tels que vous les connaissez, et donc je suppose que vous avez déjà vu un des protocoles les plus utilisés, qui est la pile TCP/IP. Donc, cette pile de protocoles TCP/IP, comme vous l'avez étudié, il est vrai que cette pile, donc dans sa globalité, c'est une pile de protocoles qui n'a pas été sécurisée au départ. Vous allez me dire pourquoi qu'ils l'ont pas sécurisée dès le départ. Ben, je dirais la réponse, elle est toute simple. C'est ce qui existe un peu au niveau de la recherche d'une manière générale. Quand on fait de la recherche, on n'essaie pas en général de résoudre tous les problèmes. Pourquoi? Parce que si on essaie de résoudre tous les problèmes, on n'y arrivera jamais. En général, souvent, ce qui est fait, on fixe un objectif qui est simple et on essaie de l'atteindre. Ensuite, je dirais, les problèmes vont se poser les uns ensuite des autres et donc on va résoudre ces problèmes l'un à la suite de l'autre. Un exemple simple que vous connaissez, si vous avez, tout le monde maintenant utilise le téléphone. Donc, si vous voyez un peu l'histoire ou l'historique du téléphone,
Au départ, on a essayé de résoudre le problème. C'est quoi? C'est de permettre à deux interlocuteurs de pouvoir communiquer. Et donc, la première solution, c'était quoi? C'était de mettre le téléphone en utilisant les infrastructures des chemins de fer, c'est-à-dire on a pu mettre au point un téléphone qui permet d'appeler de gare en gare. En utilisant les chemins de fer, on a pu mettre des lignes téléphoniques tout le long du chemin de fer, et donc ça permettrait de téléphoner d'une gare à une autre. Alors ça, c'était le premier exploit, c'est que quelqu'un à distance pouvait communiquer avec l'autre à distance. Ensuite, on s'est rendu compte, tiens, c'est pour appeler, il faut à chaque fois aller à la gare pour pouvoir téléphoner. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi qu'on ramène pas le téléphone à la maison ou au bureau? Et donc, ça a permis de développer par la suite ce téléphone et de le délocaliser. Donc, il se trouve un peu partout dans les foyers. Par la suite, quand on a commencé à utiliser le téléphone à une grande échelle, le problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est de dire, tiens, si je suis à la maison, je peux communiquer, mais si je ne suis pas à la maison, je ne peux pas communiquer. D'où il y avait particulièrement pour les hommes d'affaires et les gens qui sont dans le business, ils sont obligés de communiquer tout le temps. Et donc, on était obligé de créer ce téléphone mobile. Alors, ce téléphone mobile qui coûtait énormément cher parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas de technologie qui était développée. Donc, il fallait développer encore de la technologie qui permettrait d'alléger ce téléphone. Et on est arrivé à avoir des téléphones dans les années 2000, à avoir des téléphones portables. Et ensuite, à partir de ce téléphone, on a même pu développer ces téléphones. Pourquoi? Parce que on voulait pas uniquement téléphoner, on voulait avoir des applications telles que les emails, par exemple, et les autres applications de communication et de réseaux sociaux qu'on a intégrées. Ça veut dire qu'il y avait toute l'informatique qui était intégrée dans la téléphonie, qui est à l'origine un élément des télécoms. Donc, il y avait une vraie convergence de la téléphonie avec donc les télécoms avec l'informatique. Et donc, le téléphone, il est ce qu'il est maintenant. On l'appelle le smartphone pour dire que effectivement, c'est un téléphone qui a complètement changé de physionomie. Donc, si on voit l'historique du téléphone dès le départ, c'est typiquement la même chose pour les protocoles. Donc, TCP/IP, historiquement, comment il a été créé? Donc, le souci, c'était quoi? C'était de pouvoir communiquer des universités aux États-Unis. Comme les États-Unis, c'est un continent qui est très, très vaste. Donc, le but essentiel, c'est quoi? C'est de faire communiquer des machines au niveau des universités, à travers un certain nombre d'universités. Et quand on a commencé, on n'a pas commencé avec une vision très large. On a commencé par faire communiquer les machines qui tournaient sous Unix. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait un protocole de départ avant d'arriver à TCP/IP qui était le UUCP. Donc, Unix Users Communication Protocol. C'était ça le protocole qui était utilisé entre les différents utilisateurs d'Unix. Et une fois que ça a marché, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas connecter les autres machines qui n'étaient pas forcément Unix? Et donc, il fallait changer et améliorer ce protocole qui s'appelle UUCP. Et ça a donné au protocole que vous connaissez, qui est, même si elles ne sont pas de même type, même si elles ne tournent pas sur le même système d'exploitation. Donc, on peut faire tourner ce protocole et ça a permis d'interconnecter plusieurs machines qui tournent sur des systèmes d'exploitation différents. Et c'était ça le succès de TCP/IP. Alors, ensuite, ce TCP/IP qui s'est propagé, ça a donné naissance à Internet. Alors, le succès fulgurant d'Internet et du web, etc., a fait que par la suite, ça a été toujours le cas. Donc, dès que quelque chose, un produit fait beaucoup de succès, automatiquement, il a de fortes chances d'être attaqué. Et parce que effectivement, s'il y a certains qui
aspirent au succès. Il y a d'autres que le succès les dérange. Et donc, automatiquement, ça permettra d'avoir un autre état d'esprit, c'est de casser ce qui a été fait. Et c'est ce qui est apparu justement sur Internet. C'est que on a constaté le fonctionnement de TCP/IP. Donc, TCP/IP n'a pas été réfléchi dans le sens de sécurité. Il a été beaucoup plus réfléchi dans le sens de communication. Et son plus, c'est permettre aux gens de pouvoir communiquer. Et ça a créé beaucoup d'attaques. Et ces attaques qui peuvent même mettre en péril toutes les infrastructures réseau avec leur communication, avec le risque de perte d'informations, le risque de mettre hors service des serveurs, etc., etc. Donc ça a donné matière à la réflexion pour dire comment va-t-on sécuriser maintenant TCP/IP pour essayer de contrer l'ensemble des attaques qui ont été recensées et observées sur le fonctionnement du net. Et donc, ça a permis effectivement d'avoir une pile maintenant de protocoles sécurisés. Donc, la majorité des protocoles qui sont utilisés ont été revus et automatiquement, on a permis de passer vers une nouvelle version de ces protocoles qu'on appelle les protocoles sécurisés. Et donc, ces protocoles sécurisés, donc il y a un certain nombre de protocoles qu'on va voir justement à travers ce cours. On ne va pas voir tous les protocoles, mais c'est quelques-uns qui sont en relation avec ce qu'on a vu, par exemple, dans la suite du cours. On a parlé de certificats. Ensuite, on va voir comment on utilise ces certificats dans des protocoles et ça permettra d'avoir des protocoles sécurisés. Alors, ces protocoles sécurisés qu'on va voir à travers ce cours, c'est principalement le SSL. Donc, le SSL, c'est quoi? C'est un protocole qui, lui, permettait d'avoir des sessions entre deux interlocuteurs et par la suite, grâce à sa version sécurisée, ça nous permettra d'avoir des sessions qui sont sécurisées entre deux interlocuteurs. De la même manière, on a vu au niveau d'Unix le shell. Donc, le shell, c'est le moyen qui permet d'ouvrir une session sur une machine. Et il y avait à côté du shell, il y avait un utilitaire qui s'appelle le telnet qui permet d'ouvrir une session X à distance. Alors naturellement, telnet n'est pas sécurisé, donc il fallait le sécuriser. Comment on a fait? On a modifié le shell pour avoir le SSH. SSH qui veut dire Secure Shell, c'est-à-dire le shell qui est sécurisé, qui te permet d'ouvrir une session à distance en toute confidentialité. Et de la même manière aussi, vous avez dans la pile protocole TCP/IP, vous avez le protocole IP qui, lui, gère les connexions Internet et qui n'est pas sécurisé à l'origine. Donc, il fallait le revisiter et le revoir pour avoir une nouvelle version avec la version originale de TCP qu'on appelle la version 4, avec la version révisée, ce qu'on appelle la version 6. Vous avez les protocoles, la pile protocolaire TCP/IP qui est sécurisée, entre autres, IP devient IPsec, qui veut dire IP secure. Donc, le protocole IP qui va être sécurisé. Donc, ça, c'est pour parler un peu de l'objet de ce cours. Et qu'est-ce qu'on va essayer de voir. Alors, le premier protocole qui va être vu, c'est le protocole SSR. Donc, vous savez que ce protocole, ça permet de faire communiquer deux processus qui se trouvent sur qui permet de faire communiquer deux processus qui se trouvent sur deux machines distantes. Alors, on a vu sur Unix la communication de deux processus sur la même machine. Et ça, au niveau de la même machine, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez déjà vu dans le langage de commande, la barre verticale. On avait dit que la barre verticale, c'était quoi? C'était un pipe. Le pipe, c'est quoi? C'est en vérité un lien de communication entre deux processus. Donc, un processus qui va produire des résultats. Ces résultats vont être versés comme étant des données pour le prochain processus. Et ça, c'est ce qu'on appelle
le pipe qui est un lien de communication unidirectionnel. C'est-à-dire, vous injectez les données de l'un, vous allez les recevoir de l'autre côté. Et donc, ça, c'est le pipe qui permet de faire cette communication interprocessus qui se trouve sur la même machine. Par la suite, quand il y a eu la création du TCP/IP, qu'est-ce qu'on a fait? Pour pouvoir faire communiquer deux processus qui se trouvent à distance, ben, le pipe ne marche pas. Pourquoi? Parce que le pipe, il est à l'intérieur de la même machine. Donc, il fallait faire quelque chose entre deux machines. Donc, entre deux machines, on crée ce lien de communication qu'on appelle la socket. Donc, d'où le nom qui se trouve à l'intérieur. La socket, c'est quoi? C'est un lien de communication qui permet de relier deux processus qui se trouvent sur deux machines distantes. Et donc, cette socket, c'est elle qui va faire office de lien entre deux processus. Et ça permettra de faire véhiculer l'information dans les deux sens d'un processus à un autre. Alors, il s'est avéré avec la version, je dirais, qui est d'origine de la socket dans TCP/IP, elle n'était pas sécurisée. Donc, il fallait la sécuriser. Pourquoi? Parce qu'on va échanger les données justement, par l'intermédiaire de cette socket. Et si on veut échanger les données, il faut assurer, entre autres, la confidentialité de ces données. Et donc, pour pouvoir assurer la confidentialité entre ces données-là, on est obligé de sécuriser cette socket, d'où le nom Secure Socket Layer. Donc, c'est le niveau de socket, qui est le niveau liaison, qui permet de le sécuriser pour avoir des données qui sont sécurisées. Alors, historiquement, cette socket, elle est utilisée particulièrement sur Internet et le web à travers le protocole HTTP. Donc, dans le protocole HTTP, ça permettra effectivement de faire circuler des données et des informations à distance, mais qui ne sont pas sécurisées. Et donc, si on veut les sécuriser, automatiquement, au niveau du protocole HTTP, on est obligé de lui rajouter le protocole SSL. Donc, au départ, ce protocole qui était non sécurisé, donc, pourquoi? Parce que ça utilisait uniquement les sockets directement à l'état brut. Et donc, quand on rajoute le SSL, automatiquement, HTTP qui devient HTTPS. Et donc, le S qui veut dire secure. Donc, ça, vous avez le protocole HTTP. Et ce protocole HTTP, c'est quoi? C'est Hypertext Transfer Protocol. Donc, il se base sur quoi? Ça, il se base sur ce qu'on appelle les liens hypertextes. C'est-à-dire que vous pouvez, grâce à une URL, de télécharger une page web. À l'intérieur de la page web, vous avez des liens hypertextes qui existent à l'intérieur. Donc, vous les voyez en général sous forme d'une couleur un peu différente par rapport au texte. Ils sont parfois surbrillants, etc. Et dès que vous mettez, par exemple, le curseur sur ce lien, vous voyez un peu la différence avec les informations sur ce lien. Et dès que vous cliquez dessus, il va vous ramener l'information qui est définie par ce lien. Et donc, on obtient HTTPS qui permet effectivement de faire partager et diffuser cette information en toute sécurité. Alors, maintenant, quelles sont en détail les définitions de SSL, les fonctionnalités de SSL? Donc, au niveau de SSL, comme on l'avait dit, au départ, TCP/IP n'était pas sécurisé. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir sécuriser ces données en chiffrant, bien entendu, ces données, parce qu'on sait que pour assurer la confidentialité, on passe par le processus de chiffrement. Deuxième élément aussi, c'est qu'à un moment donné, vous êtes en contact avec un serveur. Donc, en général, vous ne connaissez pas le serveur. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on peut avoir de l'information sur Internet grâce à Google, qui est un moteur de recherche. Il vous donne une référence en disant l'information que vous cherchez, par exemple, etc., elle se trouve sur tel site. Ce site, a priori, vous ne le connaissez pas. Par la suite, si vous voulez communiquer en toute sécurité avec ce site, et donc qui est décliné par un serveur, donc ce serveur-là, vous ne pouvez pas savoir
est-ce que le serveur est réel? Et je dirais, pour voir un peu l'importance de ça, c'est particulièrement si vous prenez des applications du monde réel, telles que par exemple le e-commerce, vous voulez acheter un produit et donc vous faites des recherches, on vous dit ça se trouve sur telle boutique électronique. Donc la première des choses, c'est de savoir est-ce que cette boutique électronique, elle est réelle et elle est sûre. Et donc il va falloir communiquer avec le serveur de cette boutique électronique. Et comment s'assurer que cette boutique électronique existe? C'est grâce au certificat. C'est ce qu'on a vu hier. Et donc, on peut authentifier le serveur grâce à son certificat. C'est-à-dire, dès qu'on communique avec le serveur, il nous présente son certificat et grâce au certificat, on peut vérifier si le certificat est valide et a été validé par une autorité de certification et que l'information elle est vraiment correcte. Et donc ça nous permettra effectivement d'avoir une communication, je dirais, sécurisée avec ce serveur. De la même manière aussi, on peut s'assurer que l'information qui a été échangée avec le serveur, elle est intègre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'information telle qu'elle a été envoyée par le serveur, elle nous est arrivée avec le même état à notre source. Et bien entendu, on avait dit que dans des cas particuliers, c'est dans ce cas, par exemple, de boutique électronique et d'achat électronique. C'est vrai que vous, en tant que client, vous voulez vous assurer de la boutique qu'elle est réelle, etc., et qu'elle fournit effectivement le service. De la même manière, cette boutique électronique, elle veut bien aussi s'assurer que vous avez, donc, pour s'assurer de votre identité, donc, dans ce cas précis, il y a l'authentification du client, c'est-à-dire que le serveur va vous demander votre certificat pour savoir que vous existez bel et bien et ce n'est pas, par exemple, une application robot ou une application usurpée, etc. Et donc, il y a aussi l'authentification du client, mais ça, ce n'est pas toujours le cas. J'ai dit dans des applications de ce style-là, par exemple, de la boutique électronique ou bien, par exemple, dans ce qu'on appelle aussi les guichets électroniques, quand il s'agit de tout ce qui est documents administratifs. Donc, dans les documents administratifs, on a besoin aussi d'authentifier le client. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui va retirer les documents de n'importe quelle personne. Donc, vous êtes en tant que personne citoyenne, vous avez le droit de retirer des documents à distance qui sont, par exemple, votre extrait de naissance, votre état civil, etc. Donc, tous les documents qui vont avec. Mais dans ce cas-là, le serveur est obligé de s'assurer de votre identité. Alors, à travers ces fonctionnalités-là, vous voyez que SSL, il a besoin des certificats. Et donc, si on dit il a besoin de certificats, ça veut dire que quelque part, il y a une autorité de certification qui existe et qui fournit ces certificats pour qu'ils puissent les utiliser. Et le protocole SSL, qui va permettre d'assurer une communication sécurisée. Alors, en général, il commence toujours, avant d'ouvrir une session, il y a ce qu'on appelle une phase, et ça existe dans beaucoup de protocoles sécurisés. Ça débute toujours par une phase de négociation. Donc, la phase de négociation, c'est quoi? C'est de pouvoir échanger des informations, de se mettre d'accord sur un certain nombre de paramètres. Et ensuite, ça permettra effectivement de réaliser l'opération. Donc, comme SSL, il assure la confidentialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va utiliser le chiffrement. Donc, si on veut utiliser le chiffrement, il va falloir se mettre d'accord sur quel algorithme qu'on va utiliser pour pouvoir chiffrer les données. De la même manière, on va se mettre d'accord pour dire quel est le type de clé qu'on va utiliser. On va assurer l'intégrité des données. En général, on utilise la fonction de hachage.
on va se mettre d'accord aussi sur quelle fonction de hachage qui sera utilisée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette phase qu'on appelle la phase de négociation. Donc, la phase de négociation, c'est la phase préliminaire qui permet effectivement de se mettre d'accord sur toutes les données et toutes les informations qui permettent par la suite d'assurer une communication qui est sécurisée. Alors, dans cette phase de négociation, la première des choses, c'est de pouvoir s'identifier, ce qui est tout à fait logique. Donc, la présentation des certificats respectifs. Donc, en général, le serveur qui présente son certificat de facto. Et j'avais dit éventuellement le client qui est censé aussi être présenté son, je dirais, son certificat. Alors, ça permet aussi de faire la négociation des protocoles de chiffrement pour dire quels sont les algorithmes qu'on va utiliser et quelle est l'authentification à mettre en place, c'est-à-dire comment on arrive à s'authentifier de part et d'autre. Et une fois que c'est fait, ce qui se passe au niveau de ce protocole, qu'est-ce qu'on utilise? Ben, en général, on sait que le chiffrement symétrique, il est rapide. Donc, souvent, ce qui est utilisé dans SSL avec HTTPS, c'est la génération d'une clé de session. Alors, cette clé de session, elle est générée entre les deux parties. On a vu un moyen qui permet de gérer ou de générer les clés de session. On a vu le protocole de Diffie-Hellman. Donc, ce protocole de Diffie-Hellman, il permet de faire quoi? Il permet effectivement de générer une clé de session. Donc, ce protocole, il est utilisé dans ce SSL et ça permettra d'avoir au bout une clé de session qui sera partagée entre les deux parties, c'est-à-dire entre le serveur et le client. Et à partir de cet instant-là, effectivement, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire on arrive à mettre au point effectivement une communication sécurisée qui nous permet d'échanger des données chiffrées en toute confidentialité. Alors, le fonctionnement de SSL, pour pouvoir s'en apercevoir, en général, à chaque fois que vous vous connectez sur Internet, donc quand vous mettez une adresse, ce qu'on appelle une URL, cette URL, quand elle est sécurisée, automatiquement, toutes les URL, je rappelle, une URL, c'est quoi? C'est Uniform Resource Location, donc ce qui permet d'identifier une ressource sur le net. Donc, on avait dit que c'est l'usage de HTTP. Donc, dans HTTP, vous avez des adresses web qui existent, qui sont manipulées. Alors, quand il s'agit d'une adresse qui est sécurisée, c'est-à-dire un serveur sécurisé, en général, il est toujours préfixé par le HTTPS. Donc, HTTPS, c'est quoi? C'est le protocole HTTP qui est sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il utilise SSL. Et SSL, il utilise quoi? Il utilise le certificat. Et donc, par transitivité, ça veut dire que HTTPS, c'est que vous êtes en train de communiquer avec un serveur sécurisé et qui possède un certificat numérique. Et donc, ça, c'est ce que vous voyez dans la majorité de la navigation quand vous vous connectez à un serveur. Automatiquement, c'est des serveurs qui sont sécurisés. Une classe de ces serveurs, par exemple, qui existe, vous avez les serveurs mail. Donc, vous avez certainement des adresses mail et vous vous connectez à votre serveur mail qui permet effectivement de, je dirais, qui vous permet d'échanger des messages à travers ce serveur mail. Et en général, tous ces serveurs mail sont sécurisés. Donc, quand vous vous connectez à ce serveur, automatiquement, il s'agit de HTTPS et d'une manière sous-jacente, vous avez le SSL qui est déclenché et qui permet effectivement de vous assurer cette sécurité. Alors, en général, c'est ce SSL qui tourne derrière le HTTPS. En général, il génère
des alertes. Alors, les alertes, pourquoi qu'il les génère? Parce qu'on avait dit qu'il est basé sur l'usage de certificats. Donc, le fait d'être basé sur l'usage de certificats, ça veut dire qu'à tout moment, quand il y a un échange, donc vous vous connectez à un serveur, le serveur va vous présenter son certificat. Alors, quand il vous présente son certificat, ce qui est fait, vous êtes en train, vous allez effectivement vérifier le certificat. Alors, quand je dis vous allez vérifier le certificat, vous n'allez pas le faire manuellement. La preuve, si je vous demande, c'est sûr que vous ne l'avez jamais fait. Mais, à vrai dire, c'est votre navigateur qui est programmé pour le faire. Donc, votre navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il reçoit le certificat du serveur, donc automatiquement, il va voir le certificat. Rappelez-vous, on avait dit que le certificat, il y avait plusieurs champs à l'intérieur. Parmi les champs, il y a un champ qui dit quelle est l'autorité qui a délivré le certificat. Donc, si cette autorité n'est pas une autorité de confiance, digne de confiance, alors automatiquement, SSL, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous déclencher une alerte en disant attention, c'est ce qu'il va vous dire en général, attention, ce site n'est pas sécurisé. Donc pour lui, c'est un site douteux. De la même manière aussi, quand il a le certificat, on a vu que le certificat comporte aussi une période de validité. Et donc là, il va vérifier la période de validité. Pourquoi? Parce que dans votre navigateur, il y a automatiquement des paramètres système. Parmi les paramètres système, vous avez la date. Et donc, il va vérifier la date actuelle par rapport à la période de validité. Donc, si la date actuelle est en dehors de la période de validité, pour lui, le certificat n'est plus valide. Et là aussi, il va vous donner un message pour dire attention, ce site n'est pas sécurisé. Alors, un de vos camarades qui pose le problème de dire là, l'autorité, est-ce qu'elle n'est pas, comment savoir que l'autorité n'est pas digne de confiance? Alors, ce que j'avais dit hier, j'avais dit que en général, chaque pays, il a une autorité de certification. Et donc, cette autorité de certification, vous pouvez avoir un certificat qui est délivré localement, comme vous pouvez avoir un certificat qui est délivré en dehors du pays. J'avais dit que chaque pays n'était pas isolé. Donc, ce qu'il y a, il y a l'autorité de certification qui est locale au pays. Cette autorité, elle est reliée aux autorités des autres pays. Et donc, en général, il y a une relation d'approbation entre les différentes autorités. Donc, si un certificat est produit par un organisme qui fait partie d'une autorité de certification qui est agréée par l'autorité de certification de notre pays, automatiquement, elle sera acceptée. Et donc, c'est comme ça que les choses se font. C'est-à-dire que on voit au niveau local, est-ce que c'est agréé? Si ce n'est pas le cas, on voit autour des autres autorités qui sont là où il y a des approbations. Donc, si elle fait partie de ce réseau d'approbation, automatiquement, là, le certificat sera accepté. Donc, ça, c'est le mécanisme qui est utilisé, c'est-à-dire vous avez un système hiérarchique qui se fait au niveau d'un pays et vous avez les connectivités d'un pays par rapport aux autres pays qui sont complètement différents. Et donc, il y a une relation d'approbation entre ces différents pays et c'est comme ça qu'on arrive à faire des communications sécurisées à travers tout le monde et c'est comme ça qu'on arrive à faire des achats, par exemple, à l'international d'un pays à un autre. Alors, parfois, vous avez des pays qui n'ont pas de relation avec d'autres, automatiquement, à l'international, vous ne pouvez pas faire, par exemple, des achats à partir de ce pays. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de relation directement, donc les autorités ne sont pas en approbation et donc vous n'avez aucune possibilité de faire un achat qui est distant. Alors ça, c'est pour l'autorité de certification qui est reconnue. La deuxième alternative, c'est quoi? C'est que si vous avez la date qui est en dehors, donc l'intervalle de la date, et vous avez votre date du jour,
qui est fournie par le système, donc elle est en dehors de l'intervalle, automatiquement, il va vous générer une alerte. Cette alerte, elle est due au fait que le certificat, il est fourni par une autorité valide, mais il est, je dirais, expiré. Pourquoi? Parce qu'il est plus valable. Il a été validé pour une certaine période. Donc là, on est en dehors de la période. Automatiquement, il ne sera pas validé. Je peux avoir aussi une alerte qui est due au fait à quoi? C'est que le nom du propriétaire du certificat ne correspond pas à l'URL. Pourquoi? Parce que l'URL du serveur, donc même si vous avez un nom DNS, donc ce nom DNS, à vrai dire, c'est l'expression d'une adresse IP. Et donc, automatiquement, le problème qui se pose, c'est que moi, je suis connecté à une certaine adresse IP et il s'avère que le certificat qui est donné ne correspond pas à cette adresse IP. C'est-à-dire que c'est un certificat qui n'est pas en relation avec le serveur avec lequel je suis en train de communiquer. Et là aussi, le SSL qui lance aussi une alerte et qui vous dit attention, ce site n'est pas sécurisé. Alors, il y a une remarque ici, c'est pour vous dire que le SSL, il ne va pas bloquer votre communication. Lui, ce qu'il va faire, il va vous alerter en donnant l'alerte. Ensuite, la décision, elle vous revient. Lui, il vous dit que ce site n'est pas sécurisé. Si vous voulez quand même communiquer avec ce site, vous pouvez toujours le faire. Et donc, vous pouvez continuer, mais en disant, vous êtes déjà alerté et à vous d'assumer les conséquences par la suite. C'est-à-dire que si vous allez recevoir une attaque, il vous a déjà effectivement, je dirais, bloqué. D'ailleurs, si vous avez sur votre machine un pare-feu tel que Kaspersky, par exemple, cette alerte SSL, automatiquement, Kaspersky va bloquer. Il va bloquer ce site et il ne vous laisse pas rentrer dans ce site, sauf si vous allez fournir le mot de passe de votre Kaspersky, de votre firewall, et vous dites j'autorise ce site à communiquer avec moi, etc. Et donc là, ça veut dire qu'il vous laisse le soin de faire cette communication. Et Kaspersky n'intervient que s'il voit qu'il y a vraiment un code malicieux ou un code d'attaque. Et là, il bloque carrément la communication. Donc, cette session, elle s'arrête tout de suite. Donc, j'arrête et je reviens tout de suite pour continuer. Il utilise des certificats et donc, ça permet effectivement de vérifier les certificats qui sont échangés. Et donc, quand il y a un problème, automatiquement, il est signalé par SSL. Alors, maintenant, comment justement bénéficier de ce SSL? Puisque quand vous avez votre serveur web, donc vous créez votre serveur avec vos pages web, etc. Donc, ça vous permettra de le configurer. Et à un moment donné, si vous voulez le sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre serveur web, et vous allez mettre les paramètres qu'il faut pour qu'il utilise SSL. Alors, donc, pour que votre serveur web utilise le SSL, ça veut dire quoi? SSL, il utilise le certificat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé d'obtenir un certificat. Donc, c'est la première des choses. Donc, obtenir ce certificat qui sera affecté à votre serveur web. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir configurer votre serveur et pour lui indiquer l'usage du certificat, parce que chaque certificat, rappelez-vous, il a un numéro de série, donc ça vous permettra d'identifier ce certificat pour le greffer à votre serveur web. Et automatiquement, ça permettra effectivement l'usage du certificat à chaque fois qu'il y a une communication avec votre serveur. Et donc, ça veut dire que l'étape suivante, ce que vous devez faire, donc hier, on a montré la procédure qui permet de créer une autorité de certification et qui permet de vous délivrer des certificats.
Là, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que vous avez un certificat qui est délivré et vous pouvez l'affecter par la suite à votre serveur web. Et donc, automatiquement, dans cette partie, c'est que vous avez configuré HTTP pour que ça devienne HTTPS et lié à un serveur web. En général, le serveur web, il utilise un répertoire et donc vous devez configurer ce répertoire qui est un dossier là où se trouvent les pages web, principalement la page d'accueil de votre serveur web. Donc, vous ouvrez une session et donc vous avez automatiquement vous devez être toujours, ça c'est toutes les configurations, il faut être administrateur pour pouvoir le faire. Et donc, parmi les outils d'administration, vous avez les gestionnaires des services Internet. Et vous devez sélectionner le site web que vous avez. Et avec le bouton droit, en général, vous avez un menu contextuel et vous voulez dire que concernant ce serveur, je veux utiliser SSL, donc je veux avoir des communications SSL. Et dans ces communications SSL, il va vous présenter les options de sécurité qui existent que vous devez modifier. Alors, automatiquement, il y a des options du style, vous avez des cases à cocher pour dire j'exige l'usage de SSL. Ça, ce qui voudra dire qu'à chaque fois qu'il y a la connexion avec votre serveur web, il va y avoir l'usage de certificats. Alors, il y a bien entendu, rappelez-vous, pour SSL, on doit avoir une phase de négociation qui est faite au départ. Et donc, cette phase de négociation, c'est de dire je veux chiffrer, mais avec quelle taille de clé, par exemple. Et donc là, vous êtes obligé d'indiquer la taille de la clé qui sera utilisée. En général, il vous propose de 128 bits jusqu'à 256, etc. Par défaut, c'est 128 bits qui sont utilisés. Alors, vous pouvez définir les options, puisqu'on avait dit dans SSL, le serveur doit fournir automatiquement le certificat, c'est pour ça qu'il est exigé. Et optionnellement, on a dit que le client peut, par exemple, vous pouvez demander au client de définir aussi son certificat. Là, par exemple, si dans le monde, pas uniquement économique, on peut avoir dans le monde, par exemple, pédagogique, il peut y avoir des plateformes d'enseignement à distance. Donc, dans ces plateformes à distance, automatiquement, le serveur, il est identifié par son certificat, mais de la même manière aussi, tous les clients doivent être identifiés par le certificat. Ça veut dire que vous êtes bel et bien l'étudiant qui est inscrit à tel cours, etc., pour que vous puissiez assister effectivement à ce cours. En général, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque étudiant, il y a un certificat numérique qui a été délivré et ce certificat numérique, c'est lui qui va être utilisé par la suite. Et donc là, vous avez cette option-là qui permet de dire, pour permettre aux étudiants de se connecter sans fournir leur propre certificat, comme vous pouvez, et là, vous cliquez sur « Ignorer les certificats clients », comme vous pouvez exiger de fournir le certificat et donc là, utiliser, accepter les clients, les certificats des clients. Et donc là, ça va être chaque client qui va fournir son certificat pour pouvoir être admis et pouvoir communiquer. Ensuite, vous avez aussi cette possibilité, puisqu'on l'a vu hier dans l'ajout des rôles, vous avez aussi la prise en charge de Active Directory. Et donc là, vous pouvez utiliser cette configuration de serveur web en accord avec, je dirais, Active Directory. Et là, ça permettra effectivement à tous les utilisateurs qui ont des comptes de pouvoir se connecter justement sur votre serveur web. Donc, c'est une autre manière de faire les choses. Sur, par exemple, une plateforme pédagogique, vous avez serveur, la liste des étudiants et automatiquement, tous les étudiants ont des comptes sur cette plateforme, ils peuvent accéder à votre serveur web d'une manière automatique. Donc, effectivement, à travers cette procédure,
d'activer SSL et donc d'avoir des communications sécurisées avec votre serveur. Alors, naturellement, il y a d'autres paramètres qu'il faut, je dirais, utiliser et définir. Vous savez que sur la pile TCP/IP, telle que vous l'avez étudiée, vous avez un certain nombre de ports standards, donc ce qu'on appelle les ports de communication. Alors, pour chaque protocole, il a un port de communication qu'il utilise. Donc, pour SSL, vous devez activer le port 443. Pourquoi? Parce que 443, c'est le port qui est à SSL. Et donc, ce qui peut établir par la suite des communications sécurisées avec ce serveur web. Ce qui permettra d'avoir cet élément-là, et vous dites que ce port, il sera dédié à ce site web tel que vous l'avez défini. Alors, par la suite, vous allez voir que dans le site, avec son identification, au départ, avant de faire cette configuration, en général, cette information, elle se trouve sous forme grisée. Mais dès que vous faites ça, vous allez voir que par la suite, dans les propriétés de ce site, cette information, elle apparaît et qui permet de dire effectivement que ce site est utilisé. Alors, bien entendu, vous devez préciser aussi comme information l'adresse IP et le port du site. Donc, c'est ce qui permet effectivement par la suite, dans la vérification de votre serveur, grâce à son certificat. Donc, il faudrait qu'il y ait effectivement une certaine cohérence entre le certificat et l'adresse IP qui est utilisée et qui permet par la suite de vérifier effectivement que votre serveur est bel et bien celui qui est indiqué par l'adresse IP et le port de communication qui est le 443. Alors, bien entendu, après avoir, je dirais, réalisé toutes ces configurations, vous terminez en disant que je requiers un canal sécurisé. Et donc ça permet de dire à SSL d'utiliser des sockets qui sont sécurisés et donc qui vous permet effectivement les communications qui sont sécurisées. Alors vous voyez aussi c'est au niveau du cryptage. Donc si vous définissez un cryptage de 128 bits, il y a des navigateurs qui ne sont pas, je dirais, mis à jour. La preuve, donc, quand vous avez votre navigateur qui n'est pas mis à jour, des fois, quand vous voulez accéder à des sites ou à des serveurs web, on vous dit que votre navigateur ne tolère pas cette communication. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que vous avez une version de navigateur qui est ancienne et donc qui n'est pas capable de supporter, par exemple, ces paramètres par défaut au niveau de SSL. Et automatiquement, la communication ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que les paramètres de négociation, on n'arrive pas à avoir, je dirais, les paramètres en commun. C'est-à-dire que le serveur, il est d'un niveau élevé et donc il ne peut pas supporter, je dirais, un certain nombre d'options. Donc, quand on bascule vers de nouvelles options, en général, les anciennes versions de navigateurs ne permettent pas de le faire. Et c'est pour ça que des fois, quand vous êtes en train de naviguer sur Internet, on vous dit que votre navigateur est obsolète. Pourquoi? Parce que quand il y a cette phase de négociation, automatiquement, le problème qui se pose, on voit que les paramètres qui sont offerts par votre navigateur n'arrivent pas à supporter les paramètres qui existent au niveau des serveurs qui sont actualisés et avec des versions qui sont récentes. Donc ça, c'est pour ce qu'on peut dire pour l'application de HTTPS. Donc, cette manipulation aussi, vous pouvez la faire au niveau des TP. Donc, de la même manière, c'est d'avoir la configuration de votre protocole HTTP, c'est-à-dire I2S qui est configuré. Et donc, vous spécifiez l'usage de
SSL, et donc vous êtes obligé de passer par toutes les étapes, c'est-à-dire si on essaie de faire un lien entre ce qu'on a vu hier et aujourd'hui, c'est que on commence par la création d'une autorité de certification qui délivre les certificats. Ensuite, on délivre un certificat pour notre serveur web. Et en général, ce serveur web, c'est quoi? C'est un répertoire qui existe au niveau de la machine et donc qui est déclaré comme un serveur de page web. Par la suite, il faut greffer le certificat par rapport à ce serveur web, à ce répertoire, et bien entendu faire toutes les configurations nécessaires, entre autres pour exiger l'usage de SSL, de configurer le port 443, d'avoir l'information sur l'adresse de votre site web qui doit être configurée, donc ce qui permettra automatiquement de faire le lien avec le certificat et pour qu'il ne soit pas refuté par la suite par d'autres interlocuteurs. Et bien entendu, veillez toujours à ce que votre navigateur soit, je dirais, mis à jour. Pourquoi? Parce que au niveau de ces systèmes, vous avez le navigateur qui, lui, va négocier à votre place. Donc, quand il va négocier, il faudrait qu'il parle le même langage des serveurs actuels et des configurations des serveurs actuels. Et donc, ça, c'est ce qui termine cette partie de HTTPS. Et donc là, on bascule de l'usage de HTTP vers l'usage de HTTPS. Et c'est ce qui est, je dirais, c'est ce qui existe un peu partout. Donc, dans l'usage, je dirais, des serveurs actuels. Et vous pouvez voir que cette manip, vous pouvez la mettre en œuvre et par la suite, automatiquement vérifier la différence qui existe entre les deux modes. Vous pouvez même mettre l'option par la suite pour exiger le certificat pour le client. Et donc, si le client ne présente pas de certificat automatiquement, vous allez voir qu'il sera refusé par le serveur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, si vous mettez dans le serveur exiger le certificat du client, automatiquement, si le client navigateur n'a pas de certificat, automatiquement, il ne pourra jamais accéder à ce serveur web. Donc, sur ce, on s'arrête et au prochain cours, Inch'Allah, on va voir les autres aspects des autres protocoles. Donc, on s'est contenté de ce protocole qui est intégré dans HTTP pour avoir une connexion sécurisée. La prochaine fois, on va voir le reste des protocoles sécurisés. Donc, au revoir et à la prochaine.